Bonjour les TES, Jujubabex speaking again. Alors aujourd'hui c'est le cours sur Japon-Chine. Alors ce cours est peut-être un peu plus compliqué que les autres, donc rapidement deux trois informations d'abord. L'idée c'est de comparer les deux grandes puissances d'Asie de l'Est, le Japon et la Chine, donc respectivement troisième et deuxième puissance économique mondiale puisque la Chine est passée devant le Japon en 2010. À deux échelles, donc à l'échelle régionale et ensuite à l'échelle mondiale. C'est pour ça que votre cours, que vous avez dû récupérer ou imprimer maintenant, s'appelle concurrence régionale, ambition mondiale. Voilà, le grand 1 c'est sur le régional, le grand 2 c'est sur le mondial. Pas compliqué. Alors d'abord sur le régional, pour commencer. D'abord ce sont deux grandes puissances économiques mais qui ont des atouts très différents. Donc dans la première partie, l'idée c'est de comparer leurs caractéristiques. Donc la Chine d'abord, grande puissance démographique, 1,4 milliard d'habitants, et territoriale. L'État est immense, c'est la troisième superficie mondiale. Équivalent aux États-Unis. Donc ça donne beaucoup de ressources, une main-d'œuvre importante. Ce sont des atouts sur lesquels les Japonais ne peuvent absolument pas compter, puisqu'il y a 10 fois moins de Japonais que de Chinois dans le monde, tout simplement, et que, au contraire du territoire chinois, le territoire japonais est minuscule et montagneux, donc très difficile à mettre en valeur. L'un des exemples qui représente bien cette différence fondamentale entre les deux États, c'est le fait que le Japon aujourd'hui n'est absolument pas autosuffisant d'un point de vue alimentaire. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, ce sont les États-Unis qui vendent une grosse partie de leur production alimentaire au Japon et qui fait que les Japonais ont suffisamment de quoi manger tous les jours. Au Japon, il existe des magasins, les combini, qui sont ouverts 24 heures sur 24, dans lesquels on trouve des produits qui sont souvent transportés par bateau depuis les États-Unis, qui ont des dates de péremption extrêmement courtes et qui montrent cette dépendance alimentaire extrêmement forte du Japon par rapport aux États-Unis. Bien sûr, la Chine, elle, avec les réformes Deng Xiaoping, à partir de 1978, a réussi à devenir autosuffisante et est même aujourd'hui le premier producteur mondial d'aliments divers et variés, par exemple de pommes de terre ou de blé. Bon. Néanmoins, la Chine a un retard car le développement chinois est récent. Et donc, même s'il y a des grandes FTN chinoises, même si les services prennent une place de plus en plus importante, la Chine n'est pour le moment qu'un pays atelier, c'est-à-dire un pays dont la majeure partie du PIB provient de l'industrie du secteur secondaire et, dans une moindre mesure, du secteur primaire. Les services ne sont pas encore dominants. Donc, le fait important, c'est que même s'il y a un développement actuel des services en Chine, elle n'a pas rattrapé son retard, alors que de l'autre côté, le Japon est un pays qu'on dit tertiarisé, c'est-à-dire dans lequel l'économie est dominée par le secteur tertiaire, par les services, et ce depuis maintenant plus de 50 ans. De fait, les grandes FTN japonaises sont extrêmement dynamiques dans leur secteur. On peut penser à des grandes FTN comme Toyota, qui est le leader mondial au niveau automobile depuis maintenant 10 ans. On peut penser à des FTN que vous connaissez plus, comme Nintendo par exemple, que certains connaissent beaucoup en ce moment, je pense. Sony, Mitsubishi, bref, des géants de l'électronique par exemple, ou du jeu. Ces FTN sont extrêmement bien intégrés dans les circuits internationaux mondiaux, contrairement aux entreprises chinoises qui ne sont qu'émergentes. Le Japon, du coup, a une place différente et est beaucoup mieux intégré à la mondialisation, en fait. Deuxième point, les économies de ces deux puissances, japonaises et régionales, même si elles sont très différentes, sont de plus en plus imbriquées. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant des années, à partir de 1978, surtout à partir des années 90 en fait, les Japonais, les FTN japonaises, ont commencé à investir massivement vers la Chine au moment de l'ouverture voulue par Deng Xiaoping. Ça s'est concrétisé par l'apparition de très nombreuses usines nippones en Chine. Et il y a un exemple dans le cours, l'exemple d'une très grande FTN que vous ne connaissez pas, Toyo Denso, dont le boulot est d'être équipementier automobile, c'est-à-dire qu'il produit des objets qu'on trouve dans une voiture. Ça va du volant en passant par le levier de vitesse jusqu'au siège ou alors les autoradios, vous voyez, ce genre de choses.
les essuie-glaces, des trucs comme ça, pour tout un tas d'autres FTN beaucoup plus connus, comme Honda par exemple, ou Toyota aussi. Voilà. Toyo Denso s'est installé à partir de 1992 en Chine, en ouvrant notamment des usines à Shanghai. À ce moment-là, c'était une ZES, zone économique spéciale, voulue par Deng Xiaoping, voire les cours précédents. Cette magnifique usine et les suivantes, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, de Toyo Denso, a donc été ouverte de la façon suivante. Toyo Denso FTN japonaise a dû ouvrir une filiale en Chine. Cependant, contrairement à ce qu'elle aurait pu faire si elle s'installait en Europe, et donc ouvrir très simplement une filiale, qui dans ce cas répondait au droit, si Toyo Denso a installé une filiale en Europe, la filiale répond au droit japonais, point. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans l'usine, avec des ouvriers européens, eh bien c'est le droit japonais qui s'applique, point, c'est comme ça. En l'occurrence, c'est pas du tout possible en Chine, parce que le régime autoritaire chinois n'accepterait jamais ça, qu'il y ait le regard d'une certaine façon d'une puissance étrangère et un droit étranger qui s'applique dans certains endroits chez elle. De fait, les Japonais ont été obligés d'ouvrir une filiale spéciale, ce qu'on appelle un joint venture. Ça, c'est dans votre cours. Un joint venture, c'est une filiale d'une FTN, mais qui doit obéir au droit local en intégralité. De fait, la filiale chinoise de Toyo Denso japonais a pu ouvrir des usines à Shanghai. On a une intégration. Là, ce sont des Chinois qui travaillent dedans. Par contre, ces Chinois, ils sont sélectionnés un peu sur des méthodes particulières par Toyo Denso, parce que Toyo Denso ne veut pas n'importe qui. Il prend des ouvriers plutôt qualifiés, et puis surtout des ouvriers qui aiment bien le Japon, ce qui n'est pas très courant, parce que Chinois et Japonais, vous allez voir à la suite du cours, s'aiment pas. Donc, ils ont pris des gens qui parlent un peu japonais, qui font faire des stages de japonais au Japon, donc ils envoient une partie des ouvriers au Japon, et il y a un contremaître japonais qui est venu du pays pour s'occuper de tout ça. Donc, si vous voulez, malgré tout, on a une structure qui est quand même en partie contrôlée par les Japonais, mais qui est en Chine, qui obéit au droit chinois, qui rapporte de l'argent à la Chine et au Japon, et on a une bonne entente économique régionale. Cette bonne entente économique régionale est aussi symbolisée par le fait qu'aujourd'hui, il y a une grande union douanière en Asie qui s'appelle l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ou Association of Southeastern Asian Nations, c'est ASEAN en anglais, le sigle est en anglais. Alors, cette association, vous regarderez sur les cartes que je vous ai fournies, existe depuis 1957 et est localisée autour de Singapour. Normalement, Chine, Japon et Corée du Sud n'en font pas partie. Cependant, ces trois pays, et en particulier la Chine et le Japon, ont le statut d'observateur, mais des observateurs qui tous deux manipulent les autres pays de l'ASEAN de façon à avoir ce qu'ils veulent dans la région. Et de fait, aujourd'hui, ils ont une influence démesurée par rapport à leur rôle de simple observateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'ASEAN plus 3. Les trois pays, la Corée du Sud un peu moins, mais surtout la Chine et le Japon, ayant des intérêts gigantesques là-dedans. Alors tout pourrait bien se passer au niveau régional. Chine et Japon pourraient se partager l'hégémonie économique régionale du coin, sauf que c'est pas du tout le cas parce qu'ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas, ils ont des vieux griefs. Alors des griefs qui sont ancestraux depuis des siècles. Ces deux empires s'affrontent. Et alors c'est pas nouveau vraiment. Voilà, il y a eu une emprise chinoise sur le Japon pendant des siècles, dans les premiers siècles de notre ère. Le Japon a souvent cherché son indépendance, voire à conquérir une partie de la Chine. La Corée, entre les deux, a toujours été un enjeu de puissance pour ces deux grands. Et au XXe siècle, tout ça s'est cristallisé dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, où Chinois et Japonais se sont affrontés, où vous le savez, les Japonais ont envahi la Chine à partir de 1937. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu des massacres, à cette époque, il y a eu des massacres terribles qui laissent aujourd'hui des traces mémorielles, ce qui est dans le cours, et les deux pays s'affrontent toujours pour leur zone économique exclusive, ces bouts de territoire maritime qu'ils contrôlent et dans lesquels ils peuvent exploiter des ressources. Par exemple, autour de petits îlots, dont vous avez là aussi les exemples dans le cours. Alors, les fameuses îles Diaoyu pour les Chinois et Senkaku pour les Japonais. Voir le cours. Voilà, donc deux États qui se partagent l'hégémonie économique régionale, mais par contre qui ne s'aiment pas. Alors au niveau mondial, là, c'est une toute autre affaire et ils ont une influence différente. Au niveau économique, on a la Chine, deuxième puissance économique mondiale, qui a un rôle majeur au niveau économique et financier. Le Japon, troisième puissance économique mondiale, qui elle, a un rôle essentiellement financier,
la domination des services, et qui n'était pas du tout, comme la Chine, un atelier du monde. L'actuelle crise de coronavirus montre bien le statut très particulier de la Chine, qui produit une bonne partie des biens de consommation destinés à l'Europe, à l'Amérique du Nord, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est en pénurie, puisque le pays s'est arrêté à cause de l'épidémie pendant 2 mois, et que maintenant qu'on a besoin des mêmes produits, ça devient compliqué, par exemple les respirateurs ou les masques. Au niveau culturel, là aussi, il y a une différence, mais cette fois qui est plutôt en faveur du Japon, puisque le Japon a une sorte de soft power, une puissance culturelle qui est liée au manga, qui est liée aux animés, qui est liée au fait que même si le japonais n'est pas très parlé dans le monde, il a quand même une forme d'aura. Le chinois n'a pas du tout cette aura-là, même si aujourd'hui ils essayent de créer de nouveaux moyens de diffuser leur culture. Je vous en avais parlé dans le cours sur la Chine depuis 1949, et notamment je vous avais parlé des instituts Confucius qui sont aux mains de l'État chinois et qui poussent un peu partout dans le monde pour apprendre le chinois à tous ceux qui le souhaitent, avec un peu d'endoctrinement au passage communiste mode chinoise. Enfin, au niveau politique, là aussi il y a une inégalité très forte, cette fois en faveur de la Chine. Si la Chine est au Conseil de sécurité de l'ONU et aujourd'hui le partenaire privilégié dans les discussions avec les États-Unis, le Japon pas du tout, c'est un des perdants de la Seconde Guerre mondiale et très clairement il est le petit toutou des États-Unis d'Amérique, même si sous Donald Trump il essaye un petit peu de s'émanciper. Voilà, si vous avez des questions sur ce cours, comme d'habitude, ça passe par Pronote et je vous souhaite une bonne continuation dans le confinement. Bye bye mes petites ES.